Bonsoir, merci de votre invitation tout d'abord. Donc, j'appartiens à une entreprise d'assurance qui est internationale, qui s'appelle Allianz, que vous avez probablement plus connue à l'époque sous le nom d'AGF, et qui s'est fait absorber par cette société allemande initialement, mais qui aujourd'hui n'est plus une société allemande, mais une société européenne. Et c'est très important, car au moment où s'est construite cette société européenne, il n'y a pas eu une volonté de l'entreprise de diriger l'Europe et ses filiales depuis l'Allemagne, mais de créer véritablement une société européenne. Et je dis ça parce que les premières victimes, entre guillemets, de ces grandes fusions européennes ont été probablement mes collègues allemands qui ont dû souffrir davantage que nous, socialement, dans un premier temps, de ces fusions-là. Il y a eu de brillantes interventions sur l'histoire, sur l'évolution politique de la participation, y compris avec la participation de ma confédération. Donc je resterai simplement sur le terrain et sur le côté pratique pour plutôt vous apporter un témoignage de ce qui se fait. Les débats sont très riches par ailleurs, donc je le limiterai à cela si vous voulez bien. Monsieur le ministre, je suis tout d'abord tout à fait d'accord avec votre introduction sur la participation et sa vision large, vue de la manière dont l'a envoyé le général de Gaulle et surtout les écrits que j'ai pu lire de certains de vos travaux ici. J'appartiens à une organisation et je suis d'un courant qui est réformiste. Réformiste, ça veut dire évoluer, mais évoluer pas n'importe comment dans le cadre d'un certain nombre de valeurs. Et c'est ces valeurs qui doivent recommander l'évolution de manière à ce que ça ne soit pas une régression sociale ou de l'entreprise. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on doit, à un moment donné, faire preuve également de pragmatisme, sous peine de ne pas répondre aux questions qui sont posées. Donc, y répondre, mais pas n'importe comment là aussi, encore une fois, dans le cadre de valeurs. J'ai eu l'occasion d'intervenir, il n'y a pas très longtemps, dans un groupe de réflexion qui est animé par le Collège des Bernardins et l'École des Mines, où la question se posait, à qui appartient l'entreprise et la place de l'homme dans l'entreprise. Et je crois que c'est fondamental pour l'évolution que l'on veut apporter. La réponse est claire. L'entreprise n'appartient pas aux actionnaires. Le capital de l'entreprise appartient aux actionnaires, mais les hommes de l'entreprise n'appartiennent pas aux actionnaires. Donc à partir de là, comment on peut représenter l'homme de l'entreprise qui n'est pas simplement un ouvrier, mais quelqu'un qui participe à la création de valeur et de richesses de l'entreprise. Je partage votre point de vue sur le fait qu'il ne faut pas limiter la participation aux résultats, aux bénéfices. Mais il faut surtout aujourd'hui, si on veut véritablement avancer, participer à la stratégie de l'entreprise. C'est fondamental. Si on n'est pas à l'initiative de tout ce qui se fait dans l'entreprise, on passera à côté de tout. On ne peut pas simplement regarder les bénéfices, il faut penser comment on fait les bénéfices et comment on avance. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui ? Une entreprise, ce sont d'abord des clients, qui sont des consommateurs, qui sont parfois même les salariés de l'entreprise, et qui sont assez exigeants sur la qualité du produit que l'on va fournir, et surtout sur le prix auquel on va le fournir. C'est également des actionnaires qui mettent effectivement de l'argent dans l'entreprise et qui ont envie d'avoir un retour à un moment de cela. Et ce sont des salariés, et je vais inclure dans les salariés les dirigeants de l'entreprise, puisque au moment où ils travaillent, ils ne sont pas actionnaires, bien que stock option, etc. Ils sont quand même des salariés de l'entreprise. Et les salariés, même s'ils en sont clients, ils sont dans la fonction de production et non pas dans la fonction de l'utilisateur d'eux. Et on voit bien qu'il y a ce triptyque. Pourquoi l'un d'entre eux serait exclu de la stratégie de l'entreprise ? Stratégie de l'entreprise avec la véritable participation, puisqu'elle va décider du court terme, du moyen terme et du long terme. J'ai entendu tout à l'heure la sémantique au fonds de pension et à tout ce qui va autour. Effectivement, on ne peut pas confondre tous les actionnaires, il y a différents types d'actionnaires. Il n'en demeure pas moins que tous veulent à un moment avoir les dividendes, et les dividendes les plus forts de l'entreprise, sans parfois se poser la question de pendant combien de temps je vais les avoir. Lorsque nous avons des conseils de surveillance, dont je participe en tant que représentant des salariés au conseil de surveillance en Allemagne, qui n'est pas de la cogestion, mais de la codétermination, et c'est très très important. C'est-à-dire qu'on connaît simplement, sur un conseil de surveillance, c'est en fait une construction duale de l'entreprise, avec un conseil de surveillance, les actionnaires
représentants des salariés et représentants des actionnaires, enfin les représentants des salariés, pardon, et les représentants des actionnaires, et un directoire qui lui propose une stratégie, cela fait valider et cela fait contrôler par la suite. Le conseil de surveillance ne participe pas à la gestion de l'entreprise. C'est le pouvoir qu'il y a dans le directoire. Le directoire qui lui-même, par la suite, retourne devant d'autres instances représentant les salariés, que sont les CE, etc., pour l'organisation et la gestion. Mais le conseil de surveillance n'est que sur la stratégie. Alors je dis que, mais c'est fondamental, parce que ça va évidemment décider de tout et de tout ce qui va se passer derrière. Donc il est évident qu'à ce moment-là, lorsque nous avons par exemple des questions sur le dividende, quels vont être les alliés? Vous savez, 3, c'est toujours, depuis l'école, 2 plus 1. C'est rarement 3. Évidemment, parfois, il va y avoir les actionnaires et les dirigeants et les représentants des salariés, rarement les actionnaires et les représentants des salariés, parce que parfois les intérêts divergent. Mais je dis rarement, mais il n'en demeure pas moins que les cas se produisent. Lorsque l'on parle du dividende, évidemment, l'actionnaire va demander le plus possible sur la restitution du dividende. Or, on a parlé participation en forme de salaire, mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, si on a envie d'avoir une entreprise qui dure dans le temps, il va falloir qu'on réinvestisse dans l'outil, dans la formation, dans tout un tas de choses qui vont faire qu'elle sera performante aujourd'hui, demain, après-demain. C'est l'intérêt des actionnaires sur ceux qui visent le long terme. Ce n'est pas l'intérêt de ceux qui visent le court terme. Mais c'est l'intérêt, en tous les cas, des salariés que d'avoir des représentants qui disent, dans tout ce qui est généré aujourd'hui dans l'entreprise, il y a toute une partie qui doit revenir effectivement aux dividendes, une partie qui doit revenir au salaire puisqu'il faut le rémunérer, mais pas seulement. Et c'est là où c'est vrai, parfois, les discussions entre organisations syndicales sont un petit peu épiques parce que nous n'avons pas tous forcément le même point de vue là-dessus. Mais il est hyper important de réinvestir dans l'entreprise si l'on veut qu'elle dure et dans tous les domaines dont nous avons parlé. Et à ce moment-là, les dirigeants, et peut-être que les dirigeants français ne sont pas encore habitués à ce genre de coopération, mais les dirigeants de l'entreprise trouvent la plupart du temps beaucoup plus de soutien parmi les représentants des salariés que parmi les représentants des actionnaires. Et on voit bien qu'il y a tout un jeu qui se joue là et qui, en fait, répond à la totalité des acteurs de l'entreprise, sachant qu'évidemment, en premier lieu, il faut qu'on mette le consommateur et le client, et que par la suite, derrière, il y a tous les autres qui viennent derrière pour faire ce produit et leur permettre, au bout, d'avoir quelque chose qui soit durable. Donc, la participation, je vous rejoins évidemment lorsque vous dites que la participation ne peut pas se limiter à un outil, un instrument financier, qu'il faut absolument que la participation soit dans tous les aspects de la vie de l'entreprise, et la décision stratégique est fondamentale, puisqu'encore une fois, tout va partir de là. Je ne sais pas si les salariés et leurs représentants ont compétence dans cela. Enfin, je ne le sais pas, je le sais, mais on peut se poser la question. Il n'en demeure pas moins que si les conseils d'administration ou de surveillance pouvaient fonctionner sans les salariés et sans que cela soit préjudiciable, nous le saurions, car beaucoup de nos entreprises ne seraient pas aujourd'hui dans les situations dans lesquelles elles sont, en ayant répondu parfois simplement à du très court terme. Donc, il n'est pas dit que cette participation des salariés, au contraire, ne permette pas d'avoir une autre vision des choses. La loi aujourd'hui en France va permettre de faire rentrer des administrateurs salariés. C'est une très bonne chose. Je pense que le nombre sera insuffisant. Et vous avez raison là aussi de dire que, puis d'autres l'ont dit tout au long des interventions, il n'est pas question d'opposer en tous les cas les personnes, mais on peut, lorsqu'on réfléchit sur la stratégie, au moins opposer des idées qui fassent qu'à un moment il en ressorte quelque chose. Et là, si les Allemands ne sont pas toujours exemplaires, ils le sont au moins là-dessus. L'idée qui commande dans un conseil de surveillance allemand, en tous les cas sur ceux que je connais, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général et le plus grand dénominateur commun. En France, il m'est arrivé de participer à des conseils d'administration à l'époque où nous étions dans le CAC 40, et oui dire d'autres qui fonctionnaient également de la même manière. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours l'intérêt général qui commandait lorsqu'il y avait des décisions qui se prenaient, en tous les cas au sein de l'intérêt général tel que nous l'avons, et dans le rapport social en tant que ministre, vous avez éventuellement dû connaître ça très souvent.
c'est souvent le plus petit dénominateur commun qui commande pour se mettre d'accord sur quelque chose, mais en regardant par la suite comment on pourra éventuellement s'en défaire. Les Allemands n'ont pas cette approche. Ils ont vraiment l'idée de l'intérêt général et de voir par la suite comment les intérêts particuliers pourront se retrouver dans cet intérêt général. Donc ils se mettent d'accord assez facilement. Un exemple là-dessus, nous sommes 12 représentants au conseil de surveillance, 6-6. 6 représentants des actionnaires, 6 représentants des salariés. En 2006, lorsque j'ai rejoint ce conseil de surveillance, on m'a expliqué un peu les règles de fonctionnement et on m'a dit, évidemment, le président du conseil de surveillance ne peut pas être un des représentants des salariés, c'est forcément un des représentants des actionnaires, et il a une double voix. Dans ma tête de bon français, je dis, ça fera donc 7-6. Et toutes les décisions se prendront comme cela. Eh bien non. Ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent, ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment. On n'a jamais de mémoire depuis 2006 dû prendre des décisions à 7-6, avec la double voix. Chaque fois que nous sommes en désaccord sur quelque chose, il y a des discussions pour essayer de voir comment on peut arriver à trouver autour d'un intérêt général quelque chose qui fonctionne et qui fasse qu'en sortant, personne ne se sente lésé ou perdant, mais que chacun trouve intérêt à ce qui a été fait pour le supporter par la suite et pour continuer à le faire vivre. Et là, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure les historiens et les acteurs qui ont participé à cette histoire. Je crains que nous n'ayons beaucoup de travail. Beaucoup de travail, car je parlais d'évolution tout à l'heure. Culturellement, c'est pratiquement une révolution qu'il nous faut faire. Des deux côtés d'ailleurs, peut-être des trois côtés en associant les politiques à cela, mais il faut que les représentants des dirigeants, des patrons abordent la chose probablement d'une autre manière, également les représentants des salariés. Je ne nous mets pas à côté de tous les efforts qu'il y a à faire et je ne nous épargne pas dans les critiques. Il y aura des progrès parce que ce n'est pas notre culture. Les représentants des organisations syndicales ont eu l'habitude de pratiquer des IRP traditionnels, mais pas forcément les conseillers d'administration. Et la tendance pourrait être de s'y comporter comme dans les instances traditionnelles et non pas comme dans les conseils d'administration où ce n'est pas un super CE, un conseil d'administration, c'est l'endroit où on décide de la stratégie. Donc il faut qu'il y ait une évolution, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de formation des administrateurs salariés, mais c'est indispensable. Il faudra véritablement que ceux qui s'approprieront ce rôle, et mes collègues allemands ont été très formateurs en tous les cas par l'exemple là-dessus, se pose le problème de la confidentialité, se pose le problème de la stratégie, se pose le problème des investissements, etc. etc. Et forcément, ce n'est pas un super comité d'établissement, c'est un conseil d'administration où l'on doit se comporter comme un administrateur. Il faudra que nous ayons cette formation et cette évolution, mais il faudra que les dirigeants nous considèrent comme de véritables administrateurs, ce que font les dirigeants allemands. Merci à Jean-Jacques Sett.